Ce livre procède d'un séminaire que j'ai donné pendant 3 ans et demi, principalement à la Sorbonne. Je me suis donc intéressé aux phénoménologies qui reconnaissent d'abord le caractère irréductible du fait du monde et qui prennent en charge l'appartenance constitutive des subjectivités au monde pour voir comment elles parviennent, ces phénoménologies, à concilier la différence du sujet avec son appartenance ou encore l'univocité du sens d'être de l'étant comme moment du monde avec la singularité de l'étant subjectif qui, évidemment, fait paraître le monde. C'est sans doute chez Fink, évidemment, puisque c'est le seul à assumer en quelque sorte une cosmologie phénoménologique, c'est sans doute chez Fink que l'on rencontre le problème en sa tension maximale, puisqu'il affirme à la fois que nous nous distinguons de tous les étangs par un rapport au monde de nature extatique, ou encore caractérisé par la compréhension, terme qu'il emprunte évidemment à Heidegger, et pourtant que l'être dans le monde de l'homme et l'être dans le monde des choses finies ne sont pas deux modes distincts d'appartenance. La question est donc la suivante: comment le monde peut-il régner sur cela même qui le fait paraître? Autrement dit, comment l'insertion dans le monde peut-elle se concilier avec l'ouverture extatique à lui? Voilà quelle était la boussole, en quelque sorte, de cette lecture des auteurs. J'ai été conduit, je vais évidemment à l'essentiel si j'ose dire, j'ai été conduit à exclure 3 solutions, en tant qu'elles conduisaient, chacune à sa façon, à compromettre l'une des coordonnées du problème. Il faut bien sûr écarter la solution naturaliste, qui est la première solution, qui consiste à affirmer qu'en effet, le monde règne sur nous comme sur les autres étangs, bref, que la conscience doit être explicable en droit à partir des lois de la nature. Alors évidemment, on ne s'est pas arrêté sur cette position, parce qu'évidemment, elle est aux antipodes de la phénoménologie. Donc à cela s'oppose la phénoménologie qui ne pense pas le monde hors de son apparaître et se construit donc contre ce naturalisme. De là une seconde solution, qui est évidemment importante, qui consiste à comprendre le monde à partir de son apparaître, mais à conférer néanmoins à la subjectivité une situation d'exception en distinguant 2 modes d'apparaître. C'est présent chez Fink et chez Patočka, qui reprend de ce point de vue-là les thèses de son ami Fink. 2 modes d'apparaître, un apparaître primaire anonyme qui signifie simplement la venue de l'étant à la lumière du monde, autrement dit son individuation, et un apparaître secondaire, compris comme relation à une conscience, représentation. Alors une telle perspective, qui est commune à Fink et à Patočka, évidemment, a pour défaut, en quelque sorte, de restaurer l'exceptionnalité du sujet et donc, d'une certaine façon, la philosophie transcendantale. Évidemment, de décaler sur un autre plan, puisqu'il ne s'agit pas du tout d'opposer le sujet transcendantal à une nature, puisque, évidemment, la nature est pensée comme son propre apparaître au plan de l'apparaître primaire. Et donc, un tel sujet, le sujet de l'apparaître secondaire, c'est-à-dire le destinataire de l'apparaître primaire, un tel sujet échappe finalement au monde comme procès d'avènement de l'étant. Le monde ne règne pas sur lui comme sur les autres étangs. De là la dernière solution plus subtile, qui consiste à reconnaître, solution finalement qui sera celle de Patočka et de Fink, mais qui est plutôt le signe de leur échec. La dernière solution consiste à reconnaître l'univocité de l'appartenance, autrement dit le règne du monde sur l'étang, mais à répercuter subrepticement sur le monde les différences de mode d'être entre nous et les autres étangs, en compromettant cette fois l'unité même du monde. De là, la dualité, chez Patočka, entre l'être dans la lumière duquel nous existons et le monde qui règne sur les autres étangs, ce qui caractérise le dernier Patočka, c'est-à-dire qu'au fond, il y a une sorte de scission au sein du monde, entre le monde et l'être. Le monde, c'est ce qui règne sur les autres étangs, c'est ce qui individue les étangs spatio-temporellement, et puis l'être, c'est à la lumière de quoi nous comprenons. Donc l'unité du monde éclate. Et de même, plus discrètement, la distinction chez Fink dans le jeu comme symbole du monde entre monde et nature. Autrement dit, les étangs appartiennent à la nature, nous appartenons au monde en tant que nous sommes dans un rapport de compréhension. Donc il y a bien une univocité de l'étang, mais par contre, le monde éclate, l'unité du monde éclate. Alors cet examen critique permet de dessiner le contour de la solution, c'est-à-dire la 4e voie, qui est ce à quoi j'ai abouti au terme de ce travail. En effet, s'il y a bien une univocité selon l'appartenance, bref, une continuité de mode d'être de tous les étangs, et d'autre part, un étant, celui que nous sommes, qui se rapporte au monde sur un mode extatique, comme dit Fink, ou sur le mode de la compréhension. La question, c'est comment concilier ces 2 thèses. Eh bien, force est de conclure que ce mode d'être, le nôtre, convient en quelque façon à tous les étangs,
bref, que tous se rapportent au monde à l'instar de l'étang que nous sommes. Si le sujet ne doit pas être une exception pour échapper finalement au monde d'une manière ou d'une autre, si le sujet ne doit pas être une exception, il faut que son mode d'appartenance soit en quelque sorte la norme de tout étang. Donc le monde règne sur tous les étangs à la manière dont il règne sur nous. Autrement dit, c'est par le haut et non pas par le bas qu'on va unifier le mode d'être des étangs. Le monde règne sur tous les étangs à la manière dont il règne sur nous. En chacun d'eux, il se fait paraître, le monde, même si les modalités de cet apparaître, évidemment, varient considérablement. Dès lors, il n'y a de véritable appartenance au monde que sur le mode de la phénoménalisation. Être du monde, et là je veux dire pour tout étant, être du monde, c'est nécessairement le faire paraître. Ce qui signifie aussi qu'il n'y a aucune alternative entre la proximité qu'implique l'appartenance et la distance corrélative de la phénoménalisation. En un mot, je résumerai ainsi la situation, toute présence du monde au sein de l'étang est présence du monde à l'étang. Toute présence du monde au sein de l'étang est présence du monde à l'étang, ce qui revient à dire que les étangs se distinguent du monde qui ne se distingue pas des étangs. Formule d'ailleurs qu'on trouve curieusement chez Fink, mais ce n'est pas du tout pour dire ce que je suis en train de tenter de dire. Eh bien, telle était la conclusion de l'appartenance, que ce long examen critique vient donc confirmer. Donc ces 500 et quelques pages ont finalement pour résultat de me conforter dans cette position par ce chemin critique que j'ai adopté à cette conclusion qui était déjà celle de l'appartenance. Mais là, je l'étaye, si vous voulez, d'un point de vue historique. Alors, cette conclusion, encore un mot, débouche sur une interrogation de nature cette fois métaphysique sur le sens d'être du monde. Autrement dit, la question se déplace sur le sens d'être du monde en tant que lieu et source de sa propre phénoménalité. Comment comprendre qu'une relation extatique au monde définisse une appartenance au lieu d'en être la négation? Voilà la question au fond versus côté monde. Comment penser le monde de telle sorte qu'un rapport intentionnel à lui puisse être encore une manière d'être en lui? Voilà exactement comment la question se pose au niveau du monde. Eh bien, l'être de ce monde est nécessairement celui de ce que je nomme une distension originaire, c'est-à-dire qu'il n'est lui-même qu'en sortant de lui-même, et il ne sort de lui-même qu'en demeurant en lui-même. Donc son être est celui d'une négation qui ne va pas au bout d'elle-même, qui est donc niée par cela qu'elle nie. Et donc à l'extase dans l'appartenance correspond donc cette sortie de soi en soi que l'on pourrait nommer, en reprenant ce terme à Eliade, une enstase. À l'extase intentionnelle du sujet qui appartient au monde correspond cette distension originaire du monde que j'appelle enstase. Eh bien, c'est cette métaphysique que je souhaiterais désormais tenter de formuler. Voilà. Donc, voilà, en quelques mots, le projet qui était le mien, et je laisse immédiatement la parole à Charles. Bien, merci beaucoup Renaud pour ton invitation. Merci beaucoup la librairie Vrin pour son accueil. Merci beaucoup au public d'être présent. Alors comme tu l'as rappelé, cet ouvrage Phénoménologie et cosmologie, ça correspond à un séminaire que tu as professé de 2020-2023 à Paris 1, puis à l'ICP. Le livre présente au moins un double intérêt. Et donc je vais tour à tour présenter ce double intérêt. Le premier intérêt du livre, à mon sens, c'est d'avancer une thèse au sujet de l'essence même de la phénoménologie. Si, comme le titre l'indique, il est question d'interroger les rapports entre phénoménologie et cosmologie, il s'agit plus exactement de défendre que, je cite Barbaras, la phénoménologie ne peut s'accomplir que comme cosmologie. Je cite encore qu'il n'y a de phénoménologie authentique que cosmologique. Fin de citation. Cette affirmation, qu'il convient de bien restituer, situe la pensée de Barbaras aux antipodes de ce que Quentin Meillassoux appelait dans Après la finitude en 2006 le corrélationnisme, et qui, à ses yeux, constitue le ressort de toute philosophie post-kantienne, phénoménologie inclus. Rappelons que, par ce vocable, Meillassoux signifiait qu'à partir de Kant et de la critique de la raison pure, le geste constant des philosophes reviendrait à invinciblement ressaisir, d'une part, le sujet à partir de sa relation au monde, ce que formulent en effet à leur façon les concepts d'intentionnalité ou d'être au monde. Il n'y a pas un sujet replié sur lui-même qui, un beau jour, entreprendrait de se mettre en rapport avec le monde. Le sujet, la contre, est toujours déjà porté sur le monde. Et d'autre part,
le geste constant des philosophes reviendrait à invinciblement ressaisir le monde depuis sa donation au sujet. Le monde serait nécessairement monde pour un sujet, monde relatif à un sujet, ce qu'en effet il est incontestablement pour le Husserl des Ideen 1, à savoir un noème constitué par la subjectivité transcendantale, ou pour le Heidegger d'être étant, c'est-à-dire un existentiel du Dasein. Une formule de phénoménologie de la perception, ouvrage que l'on peut inscrire du côté du corrélationnisme, résume la situation. Je cite Merleau-Ponty, « Le monde est inséparable du sujet, mais d'un sujet qui n'est rien que projet du monde, et le sujet est inséparable du monde, mais d'un monde qu'il projette lui-même. » Fin de citation. La phénoménologie serait ainsi frappée d'un interdit cosmologique. Par ce terme de cosmologie, il faut entendre, selon l'entente que Paul Ricoeur donne dans Le volontaire et l'involontaire, livre de 1950, et que Barbaras reprend à différents endroits de son livre, voilà, je cite Paul Ricoeur, « la reconnaissance d'un univers de discours qui est neutre par rapport à la distinction de l'objectivité et de la subjectivité, et donc d'une ontologie matérielle commune à la région de la nature et à la région de la conscience. » Fin de citation. Il y a cosmologie dès lors que l'on en vient à thématiser le monde en deçà de l'a priori universel de corrélation, ou plutôt en deçà de la corrélation intentionnelle, c'est-à-dire du face-à-face du sujet et du monde, le monde devenant alors cela d'où le sujet provient et ce avec quoi il partage une commune texture ontologique. On dirait alors de ce sujet qu'il est, premièrement, dans le monde, inscrit dans une totalité omni-englobante qui l'excède, le sujet est compris, c'est-à-dire inséré dans le monde, il y est. Deuxièmement, au monde, c'est-à-dire en relation avec cette totalité et les choses intramondaines qui le peuplent, le sujet comprend, c'est-à-dire phénoménalise le monde, il le fréquente. Troisièmement, du monde, c'est-à-dire taillé dans la même étoffe ontologique, le sujet appartient au monde, il en est. C'est alors, semble-t-il, de deux choses l'une. Ou bien l'on fait œuvre de phénoménologie, mais alors il est par principe exclu de ressaisir le monde en deçà de la corrélation intentionnelle. Ou bien l'on verse dans la cosmologie, mais alors on quitte pour de bon la phénoménologie au profit de la métaphysique ou d'une philosophie spéculative. Une telle alternative ne fait pas seulement sens en dehors de la phénoménologie, par exemple chez Meiyasu. Dans le concept d'ambiance, livre de 2020, livre qui se réclame expressément de la phénoménologie, de son cadre conceptuel, de sa méthode, Bruce Bégou entérine clairement l'interdit cosmologique, ce qui, d'ailleurs, n'est pas sans susciter de difficultés, en cela que la conception mersive de l'ambiance qu'il défend le conduit à dépasser la dualité du sujet et de l'objet, ou du monde, donc à voisiner quelque chose comme un en-deçà corrélationnel. Or, la thèse de phénoménologie et cosmologie vise justement à prendre le contre-pied de l'assimilation de la phénoménologie à un corrélationnisme, ce qui revient à soutenir que la phénoménologie n'est pas kantienne ou néo-kantienne, mais résolument post-kantienne. Si Barbaras admet sans peine que, dans une perspective phénoménologique authentique, le sujet est toujours relatif au monde, ce que vient recueillir dans sa démarche le concept de désir, en revanche, il refuse de concéder, symétriquement, que le monde soit nécessairement relatif au sujet, ou pour reprendre la formule plutôt citée de Merleau-Ponty, inséparable du sujet. Le monde, en fait, se dédouble. D'un côté, il y a le monde en son versant phénoménologique, le monde relatif au sujet, dont le mode de donation contrevient au principe des principes de l'intuition. De l'autre côté se trouve le monde en son versant cosmologique, le monde compris, je cite, comme une nature, irrelatif au sujet, et toute la question de phénoménologie et cosmologie est de savoir en quoi cette nature consiste et de quelle manière y accéder. Comme c'était déjà le cas dans L'appartenance vers une cosmologie phénoménologique, le livre de 2019, dont phénoménologie et cosmologie constituent comme le négatif, le pendant ou l'envers, l'adversaire théorique de Barbaras est la philosophie transcendantale, dont l'ultime avatar est l'idéalisme transcendantal husserlien. En effet, le fondateur de la phénoménologie reconnaît que le sujet est à la fois au monde, comme conscience transcendantale, et dans le monde, comme corps empirique, mais parce qu'il fait de la conscience l'absolu et du monde le relatif, il se rend finalement incapable de rendre compte de l'inscription du sujet dans le monde, et se voit dès lors contraint de faire de la subjectivité transcendantale un système d'être hors monde. En effet, à partir du moment où le monde devient un noème, une unité de sens constituée ou donnée par la conscience, cette conscience ne peut que se désincarner et s'exclure du monde, ce qui est le sens même de l'hypothèse de l'anéantissement du monde du paragraphe 49 des Ideen 1.
La disparition du monde noème n'implique pas la disparition du sujet constituant. En absolutisant la conscience, Husserl indexe ipso facto la puissance phénoménalisante du sujet sur son extra-mondanéité. Moins la conscience est mondaine, et plus elle fait paraître le monde. De là, le clivage entre l'empirique et le transcendantal, et le problème, en réalité insoluble en contexte husserlien, de l'unicité du sujet, à la fois constituant le monde et inscrit en lui. Là contre, pour Barbaras, la seule manière de concilier phénoménalisation et intramondanéité, et donc de penser l'unicité du sujet, revient à inverser le schéma transcendentaliste et à considérer que c'est parce que le sujet est mondain, non seulement dans le monde, mais plus encore du monde, qu'il est phénoménalisant, c'est-à-dire au monde. Comme il écrit en conclusion, je cite, « La relation entre la conscience et le monde ne serait pas pensable sans un tissu commun, une parenté ontologique plus profonde. » Fin de la citation. En d'autres termes, la relation de connaissance, c'est-à-dire la corrélation intentionnelle, se fonde sur un rapport d'être. Il n'y a de présence du monde à l'étang que suspendue à une présence du monde dans l'étang. On le comprend, cette inversion du transcendantalisme signifie, je cite la formule de Barbaras, devenir cosmologie de la phénoménologie. C'est à la condition de comprendre que c'est parce que le sujet appartient profondément au monde, ou au monde en sa profondeur, en tant que ce monde est une nature, qu'on se rendra apte à penser véritablement l'unicité du sujet et en particulier son aptitude à phénoménaliser le monde. Le second intérêt de phénoménologie et cosmologie est de constituer comme le pendant de l'entreprise philosophique personnelle de Barbaras. En 2011, avec l'avis lacunaire, Barbaras soutient pour la première fois que la phénoménologie ne peut demeurer phénoménologique et non devenir un transcendantalisme que si elle s'accompagne d'une percée cosmologique. En 2013, il publie ce qui demeure à l'heure actuelle, en tout cas selon moi, son magnum opus, Dynamique de la manifestation, dans lequel il développe une vaste et dense cosmologie phénoménologique personnelle. En 2019, avec l'appartenance, il amende en profondeur cette cosmologie phénoménologique. Il n'y a plus d'un côté un archi-mouvement et de l'autre un archi-événement, mais une unique déflagration. L'être humain n'est plus le vivant le plus éloigné ontologiquement de la surpuissance, mais le plus proche. Le partage des étangs inertes et des étangs vivants, s'il est opérant dans les sciences, est en revanche un contresens philosophique, puisque tout étant, y compris la pierre, est vivant, c'est-à-dire désirant et phénoménalisant. Dans Phénoménologie et cosmologie, Barbaras se confronte à la pensée d'illustres prédécesseurs, dans l'ordre d'apparition Rainer Maria Rilke, Eugène Minkowski, Jan Patočka, Eugène Fink, Michel Dufresne et Maurice Merleau-Ponty, qui ont tous aperçu, chacun à sa façon, la solidarité de la phénoménologie et de la cosmologie. Or, puisque la phénoménologie s'enracine nécessairement dans une cosmologie, ces illustres prédécesseurs composent comme la seule et véritable phénoménologie existante. Les autres auteurs, classiquement rangés dans la phénoménologie, mais qui ont écarté ou méconnu la perspective cosmologique, ne sont phénoménologues que de façon dérivée ou superficielle. Phénoménologie et cosmologie se révèlent donc être un livre d'histoire de la phénoménologie, en même temps qu'une archéologie de la cosmologie phénoménologique barbarassienne. Dans sa discussion des auteurs qu'il mentionne tour à tour, Barbaras appure ses dettes et met au jour ce qu'il doit à chacun dans son propre itinéraire intellectuel. On ne pourra qu'être impressionné par la capacité de Barbaras à coïncider, fût-ce partiellement, ne serait-ce qu'un temps, avec une pensée étrangère, à se l'incorporer à se la faire sienne, avant le moment venu de lui formuler réserve, objection et critique. Barbaras a beaucoup écrit sur Merleau-Ponty et Patočka, dont il est l'un des meilleurs spécialistes. Phénoménologie et cosmologie est l'occasion d'une discussion avec d'autres auteurs jusque-là peu présents dans ses ouvrages antérieurs. Rilke, qui était une figure néanmoins importante dans son introduction à une phénoménologie de la vie, en 2008, mais surtout Minkowski. Barbaras reprend l'étude parue dans la réédition aux éditions des Compagnons d'Humanité de Vers une cosmologie, et puis Fink et Dufresne. Barbaras fait le choix de structurer l'ouvrage en 3 temps, selon les 3 voies susceptibles de mener de la phénoménologie à la cosmologie, du dualisme du sujet et du monde à la nature ou à la vie antérieure à ce dualisme. Il n'est évidemment pas possible pour moi de restituer l'exacte teneur de l'ensemble de phénoménologie et cosmologie, tant le livre est dense, long, 504 pages, et surtout profond, supposant du lecteur la méditation d'une vie, sinon de 2. Nous souhaiterions néanmoins nous arrêter sur 2 points. Donc je vais m'arrêter sur 2 points qui constitueront le cœur de mon propos. Premier point, nous l'avons dit, je l'ai dit, Barbaras est l'un des meilleurs spécialistes de la pensée de Merleau-Ponty. Le dernier chapitre de Phénoménologie et cosmologie vient, s'il le fallait, le confirmer.
Par ailleurs, la lecture de la première partie de l'ouvrage révèle à quel point, s'il a pris ses distances vis-à-vis de Merleau-Ponty, Barbaras demeure encore profondément tributaire, ou plutôt redevable, de sa philosophie. En effet, l'un des apports fondamentaux de Merleau-Ponty tient dans ce qu'il appelle, dans la note du 16 novembre 1960, contemporaine de la rédaction du Visible et l'Invisible, différence des identiques. Il s'agit de penser une différence qui ne soit pas altérité, ni qui fasse alternative avec l'identité. Ainsi, la différence entre l'être et le monde sensible, ou l'invisible et le visible, est-elle une différence des identiques, en ce sens que l'être n'est pas autre que le monde sensible, mais il est davantage. L'être n'est pas autre que le monde sensible, c'est bien l'être qui paraît sous la forme du monde sensible. L'être est invisible, in-visible, c'est-à-dire dans le visible. Mais il est davantage que le monde sensible, il ne coïncide pas purement et simplement avec le monde sensible n'épuise pas l'être. L'être se visibilise indéfiniment sans jamais apparaître totalement. Or, ce motif, pour ainsi dire secret de la différence des identiques, parcourt phénoménologie et cosmologie, en particulier les deux premières parties, lorsqu'il est question de la grammaire de l'expression et de la grammaire de l'apparaître. La grammaire de l'expression exige tout à la fois de distinguer l'exprimé de son expression et de reconnaître que l'exprimé n'est pas ailleurs que dans son expression, sans pour autant se confondre avec elle. De la même façon, la grammaire de l'apparaître impose d'opérer le départ entre l'apparaissant et ses apparitions et d'admettre que l'apparaissant n'est pas ailleurs que dans ses apparitions, sans une nouvelle fois se confondre avec elle. De là, la thèse barbarassienne fondamentale de la différence cosmologique, qui se substitue à celle heideggerienne de la différence ontologique. L'être, ou plutôt le monde ou la vie, n'est pas à chercher ailleurs que dans les étangs, ou plutôt les vivants, sans toutefois se confondre avec eux. Plus brièvement formulé, je cite Barbaras, « Bien qu'il diffère des étangs, le monde ne s'en distingue pas. » J'en viens à mon second point, qui constituera ma conclusion, et donc l'appel à la discussion. Voilà le second point. Bien que la démarche de Barbaras, développée dans Dynamique de la manifestation et surtout l'appartenance, le situe du côté de la voie de l'appartenance, les véritables interlocuteurs de phénoménologie et cosmologie sont Fink et Patočka, qui tous les deux ont eu le tort, à ses yeux, de dédoubler l'apparaître en apparaître primaire et en apparaître secondaire. Ce qu'il y a, ce n'est pas d'abord un monde qui se manifesterait à personne et qui ensuite se donnerait à des sujets qui repasseraient sur le pointillé de cette première manifestation pour la transformer en apparaître subjectif. Mais ce qu'il y a, c'est un monde qui produit des vivants, lesquels vivants le phénoménalisent en retour. Je cite Barbaras, « Le chemin cosmologique qui va du monde à l'étang coïncide exactement avec le chemin phénoménologique qui va de l'étang au monde. Le monde se fait monde en produisant les étangs, mais produisant les étangs, il leur apparaît comme monde. C'est en quoi son autoproduction est une phénoménalisation, son œuvre d'être, une œuvre d'apparaître. » Fin de citation. Entre les lignes, la lectrice et le lecteur comprennent qu'ils n'ont pas seulement affaire à une critique du geste finkéen et patočkien, mais à une autocritique. Barbaras condamne en fait ce qui constituait l'acquis fondamental de Dynamique de la manifestation et dont l'appartenance était le dépassement. La nouvelle situation qui finalement revient à rabattre, tout apparaître sur l'apparaître subjectif, conduit à placer l'entreprise barbarassienne, et c'est là où je veux en venir, du côté d'une forme tout à fait singulière de monadologie. Donc je pense qu'on a affaire à une monadologie que je qualifierais d'infléchie ou d'inversée, ou de sophistiqué, ou de transformé, je ne sais pas. On pourrait peut-être donc parler d'une monadologie infléchie, renversée. Rappelons que, pour Leibniz, les étangs sont des monades, ou des entéléchies, c'est-à-dire des sphères spirituelles repliées sur elles-mêmes, enfermées en elles-mêmes. Je cite Leibniz, « Les monades n'ont point de fenêtre par lesquelles quelque chose y puisse entrer ou sortir », c'est bien connu, qui, donc, au sein d'elles-mêmes, déploient leur notion complète, leur partition existentielle, toutes les monades étant ultimement mises en relation de l'extérieur, par Dieu, tel un chef d'orchestre, mettant au diapason ses instrumentistes. En d'autres termes, le monde n'est rien d'autre que l'ensemble des monades, ce qui situe Leibniz du côté de ce que Hans Jonas appellerait une ontologie universelle de la vie, selon laquelle être, c'est être vivant. Leibniz écrit au paragraphe 69 de la monadologie qu'il n'y a rien d'inculte, de stérile, de mort dans l'univers, formule que Barbaras pourrait reprendre à son compte. Nous pourrions dire que la dernière cosmologie de Barbaras reprend ce cadre monadologique leibnizien et qu'elle l'infléchit sur au moins deux points fondamentaux. Le premier infléchissement concerne Dieu,
que Leibniz définit comme l'unité primitive, comme substance simple originaire qui crée par fulguration continuelle toutes les monades ou entéléchies. La divinité ou la monade divine incréée est à côté des monades créées. C'est elle qui articule les monades entre elles, qui transforme l'influence idéale des monades les unes sur les autres en influence réelle, ce que vient recueillir le concept d'harmonie préétablie. Barbaras conserve l'idée d'un principe ultime articulatoire, mais ce principe n'est plus un autre étant, une autre substance, une autre monade, mais autre chose qu'un étant, autre chose qu'une substance, autre chose qu'une monade. C'est la nature, principe articulatoire immanent et non plus transcendant. La différence entre la nature et les monades est une différence désidentique. On y revient. La nature n'est pas autre chose que les monades, mais elle est davantage qu'elles. Le second infléchissement vis-à-vis de Leibniz concerne la définition des monades. Les monades ne sont plus repliées sur elles-mêmes. Elles sont au contraire d'emblée ouvertes sur les autres monades, c'est-à-dire sur le monde n'étant rien d'autre que l'ensemble des monades. Barbaras ne refuserait pas de dire qu'elles n'ont point de fenêtre, mais non pas au sens où elles seraient cloîtrées en elles-mêmes, mais parce qu'elles sont tout simplement sans intérieur, donc sans porte ni fenêtre. Elles sont toujours déjà au dehors d'elles-mêmes, auprès des autres monades. Contre toute attente, phénoménologie et cosmologie appellent une discussion non plus avec la phénoménologie historique, ni non plus avec Descartes, souvent considéré comme l'anti-héros de la phénoménologie, mais avec Leibniz et plus généralement avec la philosophie de l'âge classique. On se souvient de cette formule de Denis Diderot dans son entretien avec d'Alembert, dans Le Rêve de d'Alembert, texte de 1769, qui écrivait que « Si la sensibilité est une qualité générale et essentielle de la matière, il faut que la pierre sente ». Une formule qui résonne étrangement avec la dernière cosmologie barbaracienne. Voilà, je m'en tiens là. J'en viens à ta proposition. Enfin, d'abord, oui, sur les deux points. Sur les différences des identiques, tu as parfaitement raison. C'est quelque chose qui m'irrigue depuis le début, cette figure fondamentale, qui consiste à comprendre que le monde ne peut pas être autre que l'étang, sinon ce serait un étang, et donc pour autant il ne se confond pas avec les étangs, donc il faut réussir à penser cette situation, que d'ailleurs j'ai pu résumer tout à l'heure en disant que les étangs se distinguent du monde qui ne s'en distingue pas, ce que Deleuze appelait une différence asymétrique. Il y a quelque chose à penser de cet ordre-là. Et Merleau-Ponty, qui d'ailleurs connaissait Deleuze, et Deleuze le connaissait bien, et il suivait d'ailleurs le séminaire privé de Merleau-Ponty, mais il n'en parle jamais, Deleuze, de ça. Donc Deleuze le savait très bien. Il y a des choses, je pense, qui viennent de sa fréquentation de l'œuvre de Merleau-Ponty. En tout cas, effectivement, c'est un concept fondamental pour penser la différence cosmologique. Alors j'en viens à Leibniz. Tu as parfaitement raison. D'ailleurs, je dois dire que j'avais commencé une thèse sur Leibniz il y a bien longtemps, avant de faire une thèse sur Merleau-Ponty, et donc je suis d'abord un Leibnizien, et j'ai fini par comprendre que ce qui m'intéressait chez Leibniz, qui n'était pas du tout du côté du principe de contradiction, mais plutôt du côté des monades et de la compossibilité, etc., donc de ce qui ne concerne pas la logique leibnizienne, mais sa métaphysique proprement dite, j'ai fini par comprendre que c'est dans la phénoménologie que je pourrais accomplir en quelque sorte ces intuitions qui sont présentes chez Leibniz. Enfin, quand même, je signale que Merleau-Ponty lui-même, dans Sens et non-sens, évoque quelque part un Dieu, en parlant de Leibniz, qui est soumis au monde. Et donc ça veut dire simplement, effectivement, ce qui est très profond, c'est que Dieu ne choisit pas, si j'ose dire, le monde, il est soumis à des règles de compossibilité, donc il choisit entre des mondes possibles, ce qui veut dire que d'une certaine façon, il y a une grammaire du monde à laquelle Dieu lui-même est soumis. Donc il y a là quelque chose d'une profondeur phénoménologique qui est tout à fait confondante. Alors effectivement, je suis d'accord avec l'idée d'une modéologie au sens où, d'une certaine façon, le monde n'est rien d'autre que l'ensemble de ses expressions. Et alors, tu aurais pu ajouter que chez Leibniz, la perception n'est pas séparable de la pétition. Il y a une articulation fondamentale entre perception et pétition dans laquelle je me reconnais complètement. C'est-à-dire que la perception, elle est de part en part désir, pour le dire en ces termes. Alors effectivement, oui, le cadre leibnizien est pour moi très prégnant, et je dois avouer qu'il y a quelques notes de travail de Merleau-Ponty finales sur Leibniz. N'avoir ni porte ni fenêtre, de point in der Welt sein. Quand même, donc c'est ce que tu viens de dire, c'est que n'avoir ni porte ni fenêtre, c'est pas être clos, mais c'est au contraire être, comme tu viens de le dire, exister sur le mode de l'être hors de soi.
hein. Et donc le monde n'est rien d'autre que le point de convergence, mais n'est rien d'autre que le point de convergence de l'ensemble de ces expressions. Donc tu as raison, pour Dieu, alors évidemment, c'est autre note de Merleau-Ponty, là je ne cite pas de mémoire exactement, sa perspective, c'est une monadologie sans géométrale. C'est-à-dire, c'est l'idée, évidemment, que Dieu, évidemment, n'est pas là pour régler, en quelque sorte, l'orchestre. Et en toute rigueur, dans une philosophie de l'appartenance, Dieu, nécessairement, appartient au monde, hein. Je me souviens d'un entretien avec des collègues brésiliens, et s'ils me demandaient, dans cette histoire, quelle est la place de Dieu, Dieu, ce serait le cas limite d'un étang qui... Si le degré de phénoménalisation est, si j'ose dire, proportionné au degré d'insertion, de profondeur de l'insertion de l'étang dans le monde, Dieu, ce serait le sommet de la phénoménalisation en tant que coïncidence absolue avec le sol. Donc Dieu, ce serait le retour au sol, c'est-à-dire en même temps le maximum de phénoménalisation, c'est-à-dire la coïncidence absolue entre l'être et l'apparaître. Mais ce serait le comble de l'appartenance. Donc si Dieu existe, si j'ose dire, il est au cœur du monde, il est à même le sol, et surtout pas ailleurs. Mais bon, en tout cas, je prolonge cette courbe, mais tu as tout à fait raison, évidemment, Dieu a ce statut. Et les monades, bien entendu, elles n'ont ni porte ni fenêtre, au sens où elles ne sont rien d'autre que cette dynamique, hein, que j'ai nommée désir, hein, qui est une dynamique de féminisation, et encore une fois, dont le monde n'est que le point de convergence. Donc je suis absolument d'accord avec l'accent que tu mets sur le laïnitianisme. Mais je n'ai pas le sentiment que ce soit nouveau, d'ailleurs. J'ai le sentiment que ça, même si je l'ai rarement thématisé, c'est quelque chose qui irrigue mon travail. Alors je ne suis pas un laïnicien, mais effectivement, il y a quelque chose de laïniste dans quoi je me reconnais complètement. Voilà. Alors, étant donné le peu de temps que j'ai, je voudrais aller, si vous voulez, droit au but et proposer deux choses en continuité l'une avec l'autre. Je voudrais essayer de formuler une définition un peu différente du projet de cosmologie phénoménologique, qui en réalité, ça tu l'as rappelé, donc je ne le rappellerai pas, au cœur du projet de Raymond Barras depuis le début. Et je voudrais donc reformuler et redéfinir ce projet afin de formuler au moins une forme d'inquiétude, si ce n'est une forme d'objection. Donc je vais directement, moi, dans l'inquiétant, disons. Mon idée étant que c'est justement parce que je pose une définition alternative que je pourrais aussi faire voir un problème qui sinon restait inaperçu. Alors pour ce faire, je voudrais simplement modéliser rapidement la cosmologie en me référant aux catégories de monisme et de dualisme, et non pas aux catégories de réalisme et d'idéalisme. Et j'ajoute immédiatement que, ça va être très important, si depuis un bon nombre d'années déjà, en fait, en phénoménologie, on parle de monisme et de dualisme, au moins autant que d'idéalisme et de réalisme, il faut dire qu'il me semble que l'usage phénoménologique des catégories de monisme et de dualisme est grévé d'une très grave amphibologie, dont ce n'est pas l'un des moindres mérites de Michel Henry, et oui, j'en parle déjà maintenant, que d'avoir tenté de dénoncer cette amphibologie, donc, même s'il en a été, du point de vue de ses lecteurs, un peu trop pressé, en réalité la première victime, et que Grégory Jean, dans un très bel article qui va beaucoup me servir ici pour problématiser ton livre, et qui s'appelle « Les trois niveaux architectoniques du monisme et du dualisme phénoménologique », a formalisé lui-même. Pour Grégory Jean, on le voit, il y a trois manières en fait, d'être moniste ou dualiste. Donc être moniste ou dualiste en phénoménologie, ça peut vouloir dire trois choses qui n'ont absolument rien à voir. Pour les besoins de ma démonstration, moi je n'en retiendrai que deux. Parmi ceux qu'il dénombre. Et je dirais la chose suivante, il y a au moins deux manières irréductibles d'être dualiste ou moniste en phénoménologie, de sorte qu'il y a, si vous voulez, quelque chose comme un métadualisme catégoriel qui affecte le dualisme et le monisme comme tel. Donc, pour jouer un peu sur les mots, il y a un dualisme du dualisme et du monisme. En effet, en un premier sens, disons au niveau architectonique numéro 1, on parlera de monisme et de dualisme eu égard à la structure eidétique interne à et prescrite par un apparaître ou une phénoménalité donnée. Il s'agira donc d'un monisme-dualisme dans ou à l'intérieur de l'apparaître. On sera par exemple dualiste, je commence par là, de niveau 1, quand on dira comme Husserl, là par exemple fait que la corrélation a priori et la perception suppose la dualité de la conscience et de la nature. Mais il faut absolument se garder de confondre. Et là, et en fond, le piège tendu par une amphibologie, à mon avis, dirimante, ce premier niveau architectonique avec le second, donc avec le niveau 2, qui, lui, ne porte pas sur le dénombrement des éléments eidétiquement prescrits par la structure de l'apparaître, mais qui dénombre le ou les apparaîtres comme tels. Passer du niveau 1 au niveau 2, c'est donc passer de la question de savoir s'il y a un ou deux éléments dans l'apparaître, à la question de savoir s'il y a un ou deux apparaîtres. Le monisme-dualisme n'est plus, si vous voulez, dans ce cas-là, un monisme-dualisme dans l'apparaître, mais de l'apparaître. Et on sera alors dualiste de niveau 2, si on prétend non pas que dans la corrélation, il y a une duplicité d'éléments, mais si on prétend simplement qu'il y a une duplicité de corrélation elle-même.
Et une fois qu'on a dit ça, on peut s'amuser, en croisant les deux niveaux, à produire une typologie des différentes entreprises phénoménologiques. On pourrait dire que la phénoménologie husserlienne, et disons ce qu'on pourrait appeler la phénoménologie traditionnelle ou historique, est un dualisme de niveau 1, puisque dans la corrélation, Husserl l'a dit, il y a un abîme de sens entre la région conscience et la région nature, mais un monisme de niveau 2, en ce sens qu'il n'y a qu'une phénoménalité, celle de la corrélation, à savoir la perception. Sartre, alors là pour le coup, le dit de manière absolument magnifique, à la fin de L'être et le néant, page 672, puisqu'il dit il s'agit de traiter d'un être que nous nommerons le phénomène, et qui serait pourvu de deux dimensions d'être, la dimension en soi et la dimension pour soi. De ce point de vue, il n'y aurait qu'un phénomène, le monde. Donc la dualité de l'en soi et du pour soi est idétiquement prescrite par le monisme de la phénoménalité, celui de cet unique phénomène qui est le monde perçu. On pourra donc dire, si vous m'avez suivi, que la phénoménologie historique est un dualisme moniste, c'est-à-dire un dualisme de niveau 1, mais un monisme de niveau 2. A l'inverse, le vitalisme phénoménologique de Michel Henry est en fait dualisme de niveau 2, puisqu'il reconnaît deux corrélations ou deux apparaîtres absolument distincts, les fameux apparaîtres du monde et apparaître de la vie. Mais ceci en vue d'établir un monisme de niveau 1, en réalité, puisque l'apparaître de la vie, ou auto-affection, se définit précisément par l'identité de l'apparaître et de l'apparaissant, donc, en toute rigueur, par un monisme. Et juste au passage, je me permets de dire qu'on voit là quel faux procès on a fait et on fait encore à Henry, quand on accuse le dualisme qu'il prône de restaurer ou d'accentuer le fossé de la conscience et du monde, comme si on parlait d'un dualisme de niveau 1. Tout au contraire, Henry, par un dualisme de niveau 2, donc par la duplicité de l'apparaître, cherche en réalité la voie d'un monisme de niveau 1, donc la disparition de la dualité du sujet et de l'objet. De même, le fameux monisme phénoménologique qu'il critique dans l'essence de la manifestation, c'est précisément le monisme de niveau 2, correspondant au dualisme de niveau 1. Je m'explique, Henry veut un dualisme de l'apparaître pour mettre fin au dualisme dans l'apparaître. Et la fameuse subjectivité dont il se fait le héros n'est plus, comme on le croit, un moment de la structure de l'apparaître, mais un autre apparaître qui a sa propre structure qui est, en sus, totalement moniste. Donc le vitalisme henrien aux antipodes de la phénoménologie historique, lui, est un monisme dualiste, contrairement à la phénoménologie qui était un dualisme moniste. Et le monisme dualiste de Henry, c'est un monisme de niveau 1, qui est un dualisme de niveau 2. Du coup, la question devient, quid de Renaud Barbaras dans tout ça? Je cite page 17 de Phénoménologie et Cosmologie, il dit au fond, la question qui commande la perspective cosmologique est, je cite, de comprendre comment ce peut être le même sujet qui, sous le même rapport, fait paraître le monde et lui appartient, comment peuvent s'enraciner dans un unique mode d'être, l'enveloppement du sujet par le monde et l'enveloppement du monde par le sujet. Ce qui est absolument conforme à la manière dont Ricoeur, dans sa note sur la cosmologie, le disait déjà, Charles l'a cité, donc je n'y reviens pas. De sorte que, ceci étant dit, on voit très bien que la cosmologie phénoménologique de Renaud Barbaras vise un monisme de niveau 1, en réalité. C'est-à-dire que le but, c'est de faire disparaître la différence du sujet et de l'objet. Exactement, en fait, comme le vitalisme de Michel Henry. Qu'en est-il maintenant du niveau 2? C'est-à-dire non pas de la multiplicité dans l'apparaître, mais de la multiplicité de l'apparaître. Si la cosmologie s'éloigne précisément de la phénoménologie au niveau 1, puisque comme Henry, elle prétend au monisme, elle s'éloigne en réalité de Henry au niveau 2, puisqu'elle prétend également au niveau 2 à une forme de monisme. Et sur ce point, Renaud Barbaras est resté fidèle à la phénoménologie historique, par contre, et ça depuis le début, puisqu'il est toujours parti, et il le fait en réalité à chaque fois qu'il fait de la phénoménologie, du paragraphe 48 de la Crisis, qui constitue en fait son unique axiome fondamental, qui est celui de l'a priori universel de corrélation. Il n'y en a qu'un seul, il n'y en a pas deux. Il n'est certainement pas question, donc, pour Renaud Barbaras, de penser deux apparaîtres, ou deux corrélations différentes. La cosmologie de Renaud Barbaras n'est donc ni un dualisme moniste, comme la phénoménologie historique, ni un monisme dualiste, comme chez Henry, mais un monisme moniste, ou un monisme double, qui se veut donc moniste, quel que soit le niveau architectonique sur lequel on se place. D'où maintenant l'objection. Ça, c'était la redéfinition. Donc, ce que tu fais, c'est un monisme moniste. Maintenant, la question, c'est, est-ce qu'un tel monisme moniste est seulement possible? Et on comprend assez facilement, si on remodélise tout ça comme ça, le problème, en réalité. C'est que si on se donne bien pour axiome de départ la corrélation phénoménologique traditionnelle, et que celle-ci est bien, et de fait, c'est comme ça, un dualisme de niveau 1. Il y a bien dualité du sujet et de l'objet. Comment transformer en rapport moniste sans s'en donner une seconde, c'est-à-dire sans brandir un autre apparaître ou un tel monisme qui ne se réalise précisément pas dans le premier, pourrait enfin s'épanouir? Comment on fait, en réalité? Comment donc partir de la corrélation dans sa version dualiste et vouloir un monisme de niveau 1
sans être un dualiste de niveau 2, sans parler de corrélation au pluriel, sans, en toute rigueur, être en rien. La seule solution possible, qui est d'ailleurs celle que met en œuvre la cosmologie de Barbaras, va consister à montrer qu'on peut en réalité dériver la corrélation et son dualisme de niveau 1, donc la dualité de sujet et de l'objet dans l'apparaître, à partir d'une unité plus fondamentale qui est en quelque sorte l'a priori de l'a priori. D'où cette idée, par exemple, d'une physique du comprendre, donc de la phénoménalité, avancée page 25 de Phénoménologie et Cosmologie. Il va donc s'agir de montrer que c'est le même monde, la même unité originaire, qui est à la fois en jeu dans le phénomène et le phénoménalisé, de sorte que la différence de nature entre conscience ou phénomène et nature ou phénoménalisé se résorbe en réalité dans une différence de degré, opposant simplement deux aspects ou moments du même monde. Donc tentative de résorber le dualisme de niveau 1. Ce que l'ouvrage précédent, l'appartenance, avait entrepris de faire avec la fameuse rotation ontologique, qui montrait que tout étant, même l'inerte, phénoménalise en un certain sens, si bien qu'aucune différence de nature ne puisse plus être maintenue entre la conscience et le reste de l'étant. On le voit donc, ce n'est pas possible autrement en fait, le double monisme cosmologique n'est possible qu'en réintroduisant en fait la différence de l'apparence et de la réalité dans la phénoménologie. Si un monisme moniste est possible, c'est parce qu'en réalité, on est dupe de l'apparence de dualité que porte la corrélation. C'est la seule solution, sinon on ne pourra jamais avoir un double monisme. Comme Renaud Barbaras l'a écrit à la fin de l'appartenance, je cite, page 107, cette situation, donc l'appartenance, le monisme de niveau 1, est pour ainsi dire vouée à se méconnaître. Si la phénoménalisation et donc la subjectivité ont pour condition et l'envers l'appartenance, elles n'ont pas pour autant cette appartenance pour contenu. Et là se pose donc un dernier problème, qui permet d'ailleurs en fait de comprendre en quelque sorte l'articulation du précédent livre et de celui-ci aussi. Comment rendre compte de cette apparence de dualité, alors même que la réalité est intégralement moniste? Seule solution, si on ne peut pas brandir un autre apparaître dans lequel on pourra enfin réaliser le monisme de niveau 1 que le précédent nous refusait. Et c'est comme ça aussi qu'on pourrait en un certain sens lire précisément ta théorie des voies d'accès en fait à la cosmologie. Ce qui fait que on passerait le jeu de mots, mais ton livre est en un certain sens, si c'est un livre de cosmologie, c'est aussi un livre de cosmonaute, parce qu'il s'agit d'emprunter ces voies pour voir jusqu'où elles vont. Et je cite longuement, assez longuement, mais je vais aller vite quand même, page 21 de Phénoménologie et Cosmologie qui présente bien les choses. Donc je te cite, tu écris « La question se pose évidemment de savoir ce qui justifie l'affirmation de cette insertion du monde dans l'être du sujet, car après tout, on pourrait s'appuyer sur la singularité de l'expérience du sujet, donc de son expérience effective, de l'épreuve qu'il fait de lui-même pour mettre au contraire en avant son irréductibilité au champ mondain et donc maintenir l'abîme de sens, monisme de niveau 1, dont parle Husserl. Ce qui est en jeu ici, ce n'est rien d'autre que la question de la justification de la cosmologie et des voies d'accès, donc ouvrage de cosmonaute, dès lors que c'est bien dans cette affirmation du caractère constitutif du monde pour le sujet que s'enracine la démarche cosmologique. Pour celle-ci, la réponse à la question du sens d'être de la phénoménalité et partant du sujet lui-même réside dans une interrogation sur le monde, dans la mesure où non seulement c'est le monde qui apparaît, mais où il y va du monde lui-même, de l'œuvre du monde dans l'apparaître. Et c'est ça qui m'intéresse beaucoup, ces les dernières 4 lignes. Il nous faudra donc explorer plusieurs voies possibles vers cette cosmologie. La question qui commande cette exploration est la suivante, et là je souligne moi. Y a-t-il des dimensions de l'existence du sujet ou de l'épreuve qu'il fait de lui-même qui contraignent à conclure, donc contre l'expérience qu'on fait immédiatement, qu'il y va du monde en son être, et que celui-ci reconduit donc à l'être du monde? En d'autres termes, on voit bien que, partant de ce que nous vivons immédiatement dans l'attitude naturelle, il n'est pas question, en fait, pour Renaud Barbaras, d'une forme de monisme cosmologique, c'est-à-dire, spontanément, nous sommes dans une forme de dualisme de niveau 1. Et cependant, il y a certaines dimensions de l'existence ou certaines expériences qui forcent en réalité la réalité du monisme à réapparaître sous l'apparence du dualisme. Et c'est souvent d'ailleurs sous la forme du poétique ou de l'esthétique finalement que ces moments-là se manifestent, comme tu le montres bien chez Rilke, même si tu ne vas pas jusqu'au bout dans la voie de l'intimité. Alors, pour finir, voilà quelle serait ma grosse inquiétude par rapport à ça. Est-ce que cette idée d'une reconduction de l'apparence de dualité à la réalité de l'appartenance, à la faveur de certaines expériences radicales, hétérogènes, etc., ne suppose pas en réalité, phénoménologie oblige, puisqu'en phénoménologie on sait autant d'apparaître, autant d'être, à penser en fait une différence de nature entre l'expérience qui coïncide avec l'illusion de dualité portée par l'attitude naturelle, et l'expérience qui, au contraire, nous permettrait de retrouver l'unité originaire de laquelle procéderait justement une telle illusion, donc dualiste, de sorte que le recours à la différence de la réalité et de l'apparence ou de l'illusion serait phénoménologiquement de peu de poids
face à la duplicité effective des expériences auxquelles elles correspondent. Autrement dit, il n'y aurait de voie d'accès à l'appartenance, donc à la seule différence de degré du sujet et du monde, qu'au travers d'une différence de nature, en fait, opposant phénoménologiquement deux expériences irréductibles, c'est-à-dire deux apparaîtres hétérogènes, donc dualisme de niveau 2, correspondant l'un à l'attitude naturelle et l'autre à un retour poétique et esthétique à du pré-objectif, par exemple, qui aurait une toute autre teneur expérientielle. D'où une nouvelle, je reformule pour conclure ma crainte, la cosmologie phénoménologique, réintroduisant la dualité de l'apparence et de la réalité pour obtenir un monisme de niveau 1, seule solution, en fait, n'est-elle pas condamnée à n'être elle-même qu'une apparence de monisme de niveau 2 ? C'est-à-dire, au fond, est-ce que tu n'es pas forcé, que tu le veuilles ou non, de réintroduire, même si c'est sous la forme de l'apparence et de la réalité, un monisme de niveau 2 entre deux types d'apparaître, ce qui ferait de ta cosmologie, en fait, quelque chose qui serait infiniment proche de la phénoménologie de la vie d'Henri, au fond. Voilà, je vous remercie. Sur Michel Henry, quand même, bien sûr que l'apparaître 1 est moniste, Oui. mais l'apparaître 2 est dualiste. Oui, L'apparaître 2, c'est-à-dire l'apparaître extatique, il est dualiste. Là, tu es passé discrètement là-dessus, mais on est bien d'accord sur le fait qu'il y a un dualisme de l'apparaître, mais autant l'apparaître 1 est moniste, auto-affection pure, autant l'apparaître 2 n'est pas moniste. Ça, d'accord. Mais lui, bien sûr, mais lui place la réalité dans le mais toi, monisme. oui, d'accord, mais toi, tu as discrètement effacé l'apparaître 2 en tant qu'il est dualiste. Oui, d'accord. On est d'accord, mais juste, tu vas faire cette remarque au passage. Maintenant, alors, je vais à la fois abonder dans ton sens et en même temps pas du tout, mais je vais te rassurer. C'est fait pour. C'est-à-dire que je ne me reconnaîtrai pas dans l'idée d'un monisme double. D'accord. C'est-à-dire, d'accord, bien sûr, monisme de l'apparaître, on est d'accord, en quoi je suis un seul apparaître, en quoi je suis husserlien et anti-henrien, résolument, mais je ne défends pas un monisme dans l'apparaître. Contrairement à ce que tu dis. C'est pour ça que ce n'est pas un monisme double. Au sens où je dirais que pour ce qui est du niveau 2, c'est-à-dire au sein de l'apparaître, eh bien, je me situerais plutôt par-delà l'alternative du monisme et du dualisme. C'est-à-dire que là, tu as plaqué un cadre extrêmement puissant, mais qui m'oblige, en quelque sorte, qui m'obligerait ou qui t'oblige à trancher concernant le niveau 2, entre monisme et dualisme. Or, tout ce que j'ai tenté de montrer, c'est qu'il y a un monisme de l'apparaître, mais que ce monisme de l'apparaître conduit à penser, pour ce qui est de la situation dans l'apparaître, à penser quelque chose qui excède la distinction même du dualisme et du monisme. Et quand j'ai dit, par exemple, que, en parlant de l'absolu, au fond, que la sortie de soi est toujours encore sortie en soi, ou bien du point de vue des étangs, que l'extase et donc la distance n'exclut pas l'appartenance, c'est une manière de dire que les catégories de monisme et de dualisme s'effondrent en quelque sorte devant la situation de l'apparaître lui-même, dont on est d'accord sur le fait qu'il est un. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, alors, en un sens, c'est beaucoup plus qu'une apparence de monisme du niveau 2, parce qu'il n'y a pas de monisme du niveau 2. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je ne sais pas si je te réponds. Si, tout à fait. Oui, bien sûr. Donc, si tu veux, je suis embarrassé, parce que quant au niveau 2, sur le niveau 1, on est d'accord. Mais en quoi je suis vraiment totalement husserlien, ça. Mais quant au niveau 2, tout mon propos, justement, c'est de faire apparaître le caractère caduque ou fragile, en tout cas, de ces... Ça ne marche plus à ce stade-là. Parce que toi, tu veux à tout prix, parce que tu es beaucoup plus des trésoriers, évidemment, tu veux à tout prix me coincer d'un côté ou de l'autre. Et donc, comme évidemment, je semble revendiquer un monisme, tu montres évidemment que ce n'en est pas un. Mais rassure-toi, ça n'en est pas un. D'accord. C'est clair, au moins ça c'est bien. Okay, bien sûr. Alors, ça ne veut pas dire évidemment un dualisme au sens historique où on peut le critiquer, mais c'est l'idée d'une situation que d'ailleurs Charles a évoquée dans l'idée de différence des identiques. Tu vois, c'est ce concept de différence des identiques. Au fond, après, oui, bien sûr. Après, ceci dit, on pourrait aussi montrer que la différence des identiques, c'est précisément un dualisme dans l'apparaître. Et ça, c'est parce que Sartre, au fond, ne pense qu'une différence des identiques, et c'est pour ça qu'il est conduit finalement à une distinction du pour soi et de l'en soi, dont après, on pourra toujours essayer de les mélanger, etc. Mais tu vois, toute la question... Tu veux dire un dualisme de niveau 1 à ce moment-là ? En fait, l'idée, c'est, à la limite, niveau 2 et 1, on s'en sort pas, c'est un peu compliqué. Parce que chez Sartre, il y a un monisme de l'apparaître. Bien sûr, mais il y a un dualisme dans l'apparaître. D'accord. Disons plutôt 2 et dans, c'est plus facile. Bien sûr, d'accord. Donc, mais tu vois, en fait, le truc, c'est que Sartre, c'est aussi un grand penseur de la différence des identiques. Oui. Et cette pensée de la différence des identiques l'oblige à penser à un dualisme dans l'apparaître. Tu vois. D'où le fait que, d'où aussi... C'est une forme de scepticisme à l'égard, en fait, de la catégorie, tu vois, de différence des identiques. Au sens où
c'est pas que je pense que cette catégorie est inopérante, je pense que ce qui est inopérant en elle, c'est de prétendre qu'elle pourrait nous permettre de dépasser l'alternative du monisme et du dualisme. Parce qu'en fait, et je pense que ça, c'est un des trucs que Henri, qui pour le coup, moi, il y a un moment déjà m'a convaincu, c'est qu'Henri, qu'on refuse un dualisme désapparaître, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, le début de l'essence de manifestation, ce qui est extrêmement convaincant, en fait, il ne fait rien d'autre que reprendre Sartre, c'est de montrer que cette différence des identiques, c'est exactement le dualisme du sujet et de l'objet, en fait. D'où tu vois le fait que... Non, mais tu vois, d'où les problèmes que ça pose, tu vois, c'est des problèmes catégoriaux, en fait, tu vois. C'est-à-dire que... Bien sûr, oui. On pourrait reformuler mon propos autrement en disant simplement, bah, j'émets un doute sur la capacité de la catégorie de différence des identiques à ne pas être un dualisme dans l'apparaître. Tu vois, ce serait ça, à la limite comme ça que je pourrais te dire, tu vois. Après, c'est le concept de dualisme. Ouais, bien sûr. Est-ce que ce n'est pas une dualité? Ouais. C'est une différence. Ouais. Oui, c'est sûr. Ou bien, là j'utiliserai Biran, tu vois. La dualité, c'est le contraire du dualisme. La dualité au sens de la relation constitutive de l'effort et de la résistance, il parle de dualisme pour dire, justement, c'est deux en un. Et il n'y a aucun dualisme là-dedans. Mais moi, je prendrai les choses par un autre biais beaucoup plus simple, qui est la grammaire de l'apparaître. La grammaire de l'apparaître, dont on est d'accord qu'il est moniste, l'apparaître, qu'il est un. Par contre, cette grammaire implique à la fois que ce qui apparaît passe tout le temps, soit son apparaître, il n'est rien d'autre que son apparaître, mais en tant qu'il apparaît, c'est-à-dire qu'il vient au paraître, en même temps, il doit être distingué de son apparaître. C'est-à-dire que la grammaire de l'apparaître exclut le passage de l'apparaissant dans son apparaître, mais exclut aussi la dualité de l'apparaissant et de l'apparaître. D'où la différence des identiques. C'est-à-dire qu'il vient au paraître, il n'est rien d'autre que ce qu'il paraît, mais pour n'être rien d'autre que ce qu'il paraît, il faut qu'il vienne de plus loin que son paraître. Et donc, il me semble qu'au contraire, qu'un monisme de l'apparaître conséquent, si tu parles de la grammaire de l'apparaître, qu'un monisme de l'apparaître conséquent conduit au niveau 2 à récuser l'alternative entre monisme et dualisme. Ce qu'on peut nommer sous le concept de différence identique. Et puisque tu parles de Sartre, moi je suis d'accord, il y a un dualisme dans l'apparaître chez Sartre, mais simplement, alors c'est un peu massif, mais simplement dans la toute fin de l'être et le néant et ce qu'il appelle l'événement absolu, le sacrifice de l'être, etc., il y a quelque chose, il y a une maquette abstraite, comme dit Merleau-Ponty, donc c'est abstrait, c'est massif, mais de la situation qu'on tente de décrire. Donc d'une certaine façon, moi je me sens, à certains égards, j'ai dit d'ailleurs, assez proche de ce que Sartre appelle métaphysique, le plan qu'il appelle métaphysique à la toute fin de l'être et le néant. Donc de ce point de vue-là, moi, pour reprendre toutes tes catégories, je me sors résolument dans la ligne qui est celle de Husserl, de Sartre et de Merleau-Ponty, c'est-à-dire un monisme de l'apparaître qui exclut un monisme dans l'apparaître. Mais qui pour autant n'est pas un monisme dans l'apparaître. C'est ça, tu exclus le dualisme sans devenir un monisme. Si tu veux. Voilà, oui, d'accord, très bien. Voilà, mais en tout cas, ce que je veux dire surtout, c'est qu'il me semble que quand on arrive au plan de ce qui se passe dans l'apparaître, les catégories de monisme et de dualisme deviennent tout à coup insuffisantes en quelque sorte. D'accord, très bien. Je te remercie, ça c'est une grande clarification. Enfin, en tout cas, en un sens, c'est pour te rassurer, c'est que non, c'est pour te dire que oui, dans l'apparaître, il y a quelque chose comme de la dualité, si tant est que la dualité, c'est autre chose que le dualisme, pour reprendre Biran, tu vois. Super. Merci beaucoup.